Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis sur le festival Place aux Jeux dans l'Isère, ce sont mes terres, je suis dans mon fief et je suis très heureux d'accueillir sur ma chaîne pour leur tout premier jeu Céline de Gregame. Bonjour. Bonjour Céline. Donc Dany, leur tout premier jeu qui est sorti le 1er février. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Dany, du coup, c'est un jeu de Phil Viscaro et d'Antoine Baillargeau. C'est un jeu où on incarne une personnalité dans la tête de Dany. Donc soit on incarne la véritable personnalité de Dany, soit on incarne une de ses personnalités secondaires. D'accord. Voilà. Donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs, environ 30 minutes. Et on a mis pour un public de 16+. D'accord. Donc là, c'est un jeu de cartes, vous l'aurez deviné. Oui. Ce que je vais proposer à Céline, c'est qu'on va se mettre sur la table, comme ça tu nous fais la présentation en live. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve avec Céline à table qui va nous expliquer le concept et les règles du jeu. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu à rôle secret où on va incarner des personnalités dans la tête de Dany. Donc, soit on est la véritable personnalité de Dany, soit on est une de ses personnalités secondaires. Donc, une personnalité Dany est de 2 à 7 personnalités secondaires, suivant le nombre de joueurs. On va prendre ces cartes-là, on va voir si jamais on joue à 4. On va mélanger ces cartes et on va les distribuer à chaque joueur. Et ça va rester, chaque personne, en fait, chaque joueur va regarder secrètement sa carte et va la garder secrète jusqu'à la fin du jeu. Voilà. Après, la personnalité active, donc le premier joueur à jouer, triche, je l'ai vu, va tirer une carte au choix. Et sur ces cartes au choix, en fait, c'est des numéros de 1 à 5. D'accord. Je ne les ai pas mis dans le bon sens, mais c'est ça. Je mélange, je prends la première, je garde secret, je sais quel numéro de mots je dois faire deviner. D'accord. Et là, normalement, donc là, c'est les cartes idées. Et là, sur ces cartes idées, je dois faire deviner un de ces mots-là. Alors, c'était le numéro, on l'a vu, hein, c'est juste pour le test, pour montrer comment ça se joue. Elle avait le numéro 2, je l'ai vu parce que c'était à l'écran. Et là, tu dois faire deviner le numéro 2 qui est la boîte. Ouais. C'est ça. Hein. Donc là, normalement, ça se fait en cachet. C'était pas le 2, c'était le 5. Ah, c'était le 5, pardon. Alors, on a vu à l'envers. Ah, c'est dommage, il y avait un extraterrestre en 4. Donc, absurdité. Donc, elle doit faire deviner le mot absurdité. Donc, voilà. Du coup, ouais, on le laisse. Donc, on le découvre, pardon. Voilà. Oui. Là, je vais piocher cette carte que j'avais déjà mis de côté, du coup. Je pioche cette carte, je vais regarder et je vais devoir composer avec ces cartes. Soit j'en prends aucune et je peux aller jusqu'à cette carte, soit je les utilise face visible. Je peux les utiliser face cachée, cacher des parties de la carte, des parties d'illustration, ou même faire un château de cartes si je veux, si j'y arrive. Ouais. Je ne suis pas douée aujourd'hui, du coup ça ne veut pas. D'accord. Mais ça marche, Mais voilà, ça y est, ça passe. D'accord. Et le but, donc, du coup, toutes les autres personnalités, elles vont discuter entre elles pour savoir quel mot la personnalité active a voulu faire deviner. D'accord. Donc là, toi, tu dois faire deviner absurdité. C'est ça. Donc j'ai déjà vu sur une des cartes que c'était totalement absurde. Le truc du cerf sur la tête, là, avec... Eh ben, voilà. ça peut être absurde pour toi. On va essayer, ouais, on peut faire ça aussi. On va voir. Voilà. Du coup, les personnalités discutent entre elles. Ouais. Et à la fin des discussions, c'est la personnalité qui est à droite de la personnalité active qui va, elle, trancher. Donc qu'elle soit d'accord avec les autres ou pas, elle va donner le mot qu'elle pense. Si jamais elle dit absurdité, ce qui est, je le rappelle, le bon mot, on va mettre, excusez-moi, on va mettre de ce côté-là avec la personnalité secondaire sur le haut et ça va être un succès. Si jamais elle se trompe, extraterrestre par exemple, on va mettre la carte de l'autre côté avec le Dany vers le haut, puisque Dany a fait lui, du coup c'est un échec, mais pour Dany c'est bon. D'accord. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les personnalités secondaires, elles, leur but c'est vraiment de communiquer correctement pour faire deviner les mots donc. Et par contre, Dany, lui, ça va être de brouiller les communications pour éviter que les personnalités secondaires trouvent et qu'elles s'en aillent et qu'ils vivent à tout jamais seules dans sa tête. D'accord ?
Voilà. D'accord. Voilà et pour si toi tu es Dany Et si moi je suis Dany, et que tu dois faire deviner c'est quand même... eh ben ça dépend parce qu'en Ah. fait il faut pas se faire, il faut être assez discret quand on est Dany Ah, parce que justement il peut se faire éliminer. Ah. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de gagner ou de perdre suivant la personnalité qu'on est. Si jamais on a 6, 3, 4, 5, 6, si on a 6 succès, les personnalités secondaires ont gagné. D'accord. Si par exemple on a 3 échecs, on va passer au twist final. Même chose. Si on n'a plus de cartes, en fait à chaque début de tour, la personne doit piocher cette carte. Si elle ne peut plus piocher cette carte, on part au twist final. D'accord, donc ça fait office de timer alors non? Ça fait office de timer. D'accord. Avec les cartes aussi, parce que Ouais, les conditions, oui, voilà. exactement. Et en plus, ceci, il faut savoir en fait que du coup, ça va conditionner aussi ce qu'on utilise, puisque on va essayer de ne pas forcément utiliser trop de cartes, parce que si on utilise trop de cartes, on met fin à la partie plus vite. Ah d'accord. Du coup, voilà. Il faut savoir que dans le jeu, il y a 60 cartes illustrations, enfin les cartes souvenirs. Là, on joue qu'avec 30. D'accord. Du coup, il y a quand même pas mal de rejouabilité là-dessus. Voilà. Ah bah oui. Les cartes qui ont été utilisées, elles sont défaussées, elles sont remises dans la boîte. Les cartes qui n'ont pas été prises pour faire le dessin, elles sont remises sur la pioche à la fin de la manche. On mélange. On mélange tout. Et la personne suivante reprend cette carte. Oui, donc effectivement, là où ça va être un petit peu difficile, c'est de faire deviner le mot, mais en fonction du tirage de cartes qu'on a. C'est ça. Ouais, Et en fonction de la vision de certains, parce qu'on n'a Bah pas oui. forcément tous la même vision. Tout à fait. Et du coup, j'ai pas fini avec le twist final. Ah oui, pardon. Le twist final sur les deux conditions, donc s'il y a 3 échecs s'il n'y a plus de cartes, le twist final, ça va être, on va discuter, toutes les personnalités vont discuter entre elles et vont essayer de désigner la personne qu'elles pensent être Dany. Donc on discute, et au bout d'un moment, on pointe du doigt la personne qu'on pense être Dany. Si effectivement elles éliminent Dany, eh ben, les personnalités secondaires ont gagné et elles existeront à tout jamais dans sa tête. Par contre, si c'est Dany, on élimine une personnalité secondaire, Dany a gagné et dans ces cas-là, il va vivre enfin calme et serein dans sa tête tout seul. Tout seul dans sa tête, C'est ça. c'est parfait. Les illustrations sont vraiment très jolies. C'est un illustrateur nantais qui a illustré, donc c'est un vrai artiste. Alors je sais pas s'il y a des reflets. Bon, je les filmerai Ouais. en off. Et puis du coup, l'auteur est aussi un auteur nantais. Voilà. D'accord. Mais ce que je te propose de faire, c'est qu'on va conclure cette vidéo. Oui. Voilà, c'était Céline de Greux Game pour leur tout premier jeu. Je te remercie de ton accueil. Merci à toi. On souhaite que ça réussisse. Merci. Il est sorti le 1er février. C'est ça, il y a très peu de temps. D'accord. Donc si jamais ça vous intéresse, que ça vous a intrigué, n'hésitez pas à venir vous renseigner sur notre Facebook, donc Greux Games, ou sur notre site internet, c'est greux-games.com. greux-game.com. Voilà. Je mettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo. Bien écoute, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie de ton accueil. Merci, à toi. Et puis nous, on va continuer notre petite tournée sur les terres du mage elfe. Eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ma chaîne le magasin isérois que j'aime beaucoup, les contrées du jeu, en compagnie du Big Boss Dominique. Salut Dominique. Bonjour à tous. Voilà, très heureux de venir mettre en avant aussi cette boutique superbe que je fréquente de temps en temps. Magasin spécialisé depuis 1996 et co-organisateur du salon. Ouais, effectivement, le salon est organisé principalement par les assos de jeux iséroises. Et on va dire, comme je suis un peu à l'origine de ce truc-là depuis de nombreuses années, moi je vais m'occuper de toute la partie pro en fait, en faisant venir les éditeurs et en organisant, on va dire, la partie sponsoring de l'événement en fait. D'accord. Donc vous l'aurez compris, c'est un festival qui est présent depuis de nombreuses années, on va dire une petite dizaine d'années déjà. Sous ce format-là, oui. Sous ce format-là, oui. Donc on a quasiment tous les gros éditeurs, on a du Yellow. Ah oui, on a du Yellow, de l'Asmodée, du BlackRock, on a les principaux distributeurs, on va dire, D'accord, français.
On aimerait bien en accueillir un petit peu plus, mais on a un souci de place, hein, c'est-à-dire que malheureusement c'est pas extensible. Et là cette année par exemple la halle a subi des travaux. L'espace, on a gagné un peu plus de 10% d'espace, mais cet espace a été donné aux associations plutôt qu'aux éditeurs de jeux, voilà, pour garder le côté associatif, quoi. Bien sûr, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'associations dans la région. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, écoute Dominique, je vois que tu nous as amené des superbes jeux, quelques nouveautés aussi. Voilà, en fait le truc c'est qu'on amène effectivement nous sur le stand du magasin les jeux que les éditeurs démontrent sur leur stand. D'accord. Pour pas, on va dire, Court-circuiter. voilà, pour court-circuiter les assos et puis faire travailler de manière, on va dire, pro avec les pros. Tout à fait. Voilà. Voilà, bah, écoute Dominique, un dernier mot? Eh ben, j'espère que tout le monde va bien se marrer et puis n'importe comment ça va être encore un week-end. Ouais, et puis là, cette nuit, c'est toujours non-stop, donc il va y avoir... Ah oui, c'est vrai. Oui. On a oublié de le préciser parce que la coutume veut que chaque année, il y a du non-stop de ce matin. De ce matin, oui, jusqu'à dimanche 18h. Voilà. Et là, ça vaut le coup que tu mettes un coup là, à 2-3 heures du matin, si tu es encore là. Comment ça? Tu seras pas là? On m'aurait menti. Faut couper. On coupe. Non, effectivement, ça va être dur, mais c'est, on va dire, la particularité de ce non-stop. Ouais, c'est non-stop. C'est-à-dire, vous venez, vous avez votre petit bracelet orange cette année et on joue. Ouais, c'est ça. On se restaure derrière, il y a la buvette. Et puis, c'est toujours dans une ambiance fort sympathique. Tout à fait. Ludique. Bah, écoute, Dominique, je te remercie beaucoup. C'est moi. Et puis, peut-être qu'un jour, je viendrai te voir à la boutique, on fera un petit reportage. Tiens, pourquoi pas, hein? Rien de dingue. Allez, on va se donner rendez-vous au contrée du jeu. Et puis, c'est vrai que moi, j'y allais au tout début, il y a quelques années, mais là, c'est plutôt dur, j'habite un peu plus loin. Mais promis, on se donne rendez-vous et on présentera la boutique. Ça marche, hein, on fait merci comme beaucoup. Ça. Eh bien, quant à nous, on va arpenter mes terres iséroises pour aller rencontrer d'autres personnes, éventuellement d'autres nouveautés. Voilà. Merci Dominique. Ben, je t'en prie. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, je suis très heureux d'accueillir Jean-Pierre de l'association Rêve de Jeux. Salut Jean-Pierre. Salut Egg. Alors, on va mettre un petit peu aussi en avant les associations qui participent à cet événement. Donc, ce que tu fais est très intéressant. J'aimerais que tu puisses le présenter. Alors, nous, on pense que ce qu'on fait, c'est assez intéressant, c'est vrai. On fait plein de choses. Il y a très très longtemps, il y a 35 ans, je me suis dit que le jeu pendant les colonies de vacances était plutôt considéré comme des trucs pour le jour de pluie. Et des fois, il y a beaucoup de jours de pluie dans un centre de vacances. Donc, j'ai dit non, c'est pas possible. J'étais un petit peu rôliste, hein, c'était dans les années 78 et tout le début. Donc, je me suis dit, je vais faire une colo. Ah, une colo avec que du jeu. Mais au début, Jeunesse et Sport, ils n'étaient pas d'accord, parce que dans Jeunesse et Sport, il y avait sport. Le jeu, ils ne savaient pas tellement ce que c'était, surtout le jeu de société ou le jeu de rôle. Donc on a fait une colo avec une semaine de sport, équitation, rando, tout ça, etc. Un peu de jeu et une semaine de sport de nouveau. Puis ça a tellement plu que, on a fait une semaine de jeu, un peu de sport, une semaine de jeu, et après que du jeu, dans lequel, au fur et à mesure, on a rajouté un peu du sport, mais c'est plutôt, viens chez moi, j'ai un sabre laser, est-ce que tu as ton target, etc., etc. Voilà. Et à partir de là, 35 ans qui ont démarré et qui continuent, puisqu'on est là aujourd'hui avec toi. Voilà. Et donc, où se situe cette colonie? Alors, on a beaucoup bougé, mais maintenant, ça se situe, on va dire, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, dans un bled complètement perdu et dans un parc régional qui s'appelle le parc régional du Haut-Livradois. Bref, c'est la campagne, la Cambrousse, c'est les ruraux et on a un centre d'hébergement pour tous nos centres de vacances. On fait aussi des classes découvertes, on fait aussi de la formation. Enfin voilà, on fait plein de choses. On a trouvé notre chez nous et on s'éclate là et on a plein de séjours différents sur le même site. Et là, effectivement, si des gens seraient intéressés ou des parents pour laisser les enfants, parce que comme c'est une colonie de vacances... C'est un peu ça, oui. Voilà. On accueille même des fois des parents dans des week-ends, alors c'est bien. Ah, ça c'est bien ça. Eh oui, il faut bien qu'ils jouent, hein, c'est pauvre. Ah ben oui. Avec des enfants, des fois. Voilà. Il faut se défouler ailleurs. Tout à fait.
Donc si on veut des renseignements, on va où exactement? Alors, il faut aller sur le site de Rêve de Jeu. On tape Rêve de Jeu dans un Google quelconque et on arrive la plupart du temps directement sur le site du séjour. On a une page Facebook, on doit même avoir un blog, mais on s'en occupe plus trop parce que comme toi, on a beaucoup de choses et plein de choses à faire, donc il faut faire des choix. Mais voilà, Rêve de Jeu, et vous tombez généralement, on nous trouve assez facilement, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors moi, ce que je vous propose de faire, afin de saluer cette belle initiative de Jean-Pierre qui date depuis quand même plusieurs décennies. Depuis. Il s'est réincarné 4 fois. Et voilà. Donc je vais mettre toutes les coordonnées, page Facebook, site internet, dans pas la description de la vidéo, mais carrément dans les commentaires. Je vais épingler, comme ça les gens pourront consulter. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Non, mais jouer, ça conserve. Voilà, faut pas me regarder moi au niveau de la conservation, mais non, jouer, c'est vraiment super. Et puis jouer avec vos enfants, jouer avec vos amis, jouer avec tout le monde. Voilà. Même les méchants, ils deviendront certainement plus gentils. Tout à fait. Donc il y a un dicton qui dit, je ne me rappelle plus bien, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Ouais. Et oh, il y en a tellement, mais il fait partie. Je le mettrai, celui-là, il est très très connu d'ailleurs. Et ça symbolise bien le jeu, c'est cool. Qu'il faut jouer et quel que soit l'âge, on va garder notre enfant intérieur, ce qui est important. Ouais. Et sa chaîne, elle est super. Merci beaucoup. Ça, c'est mon truc à moi. On se retrouve bientôt, Jean-Pierre? Il n'y a pas de souci, Eric. Et puis peut-être que on ne sait jamais si le mage elfe exploite un petit peu les terres d'Auvergne, on ira voir. On se fera un plaisir de l'accueillir avec plein de personnages un peu fantaisistes. Ah ben, ça sera magnifique. On va continuer. Un grand merci à l'association Rêve de Jeu. Un grand merci à toi de venir et de parler de tout ce qu'on fait ici, partout. Voilà. C'est cool. Puis, nous, on va continuer ce reportage sur différents stands. À bientôt, Jean-Pierre. À bientôt, Eric. Eh bien, on se retrouve sur le stand de mon partenaire Gameflow, dont j'ai présenté le dernier jeu qui était Affinity, que vous avez pu voir. Là, je suis en compagnie de Romero, éditeur et créateur du jeu Ma première aventure. Ma première aventure, ainsi que son illustrateur Arnaud. Salut Arnaud. Salut, bonjour. Donc, j'ai que 2 micros, c'est comme ça. Donc, Roméo, tu vas nous présenter un peu le concept super génial. Moi, j'ai regardé un petit peu en off, là, c'est vraiment extra. Et Arnaud va se charger, on va rentrer un peu plus loin dans les mécanismes de ce livre aventure. Je te laisse la parole. Donc le principe, Ma première aventure, donc c'est un livre un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est un livre où on va avoir une histoire, où on va avoir des choix au cours de l'histoire et choisir ce qui se passe, où est-ce qu'on va passer, qu'est-ce qu'on va faire. Sauf que dans ce livre, en fait, c'est un livre qu'on va pouvoir lire à un enfant dès 3-4 ans. On va lui raconter l'histoire et c'est l'enfant qui va faire des choix tout au long de l'histoire pour essayer, dans le premier livre, il va essayer d'adopter un dragon. Ça fonctionne du coup à partir de 3-4 ans et après jusqu'à 7-8 ans en première lecture, ce genre de situation. On a donc un livre qui a une physionomie un peu particulière puisqu'il y a des roues qui représentent nos sacs dans les coins du livre. Donc ça va être qu'est-ce qu'on a comme objet dans nos poches à l'instant T. Donc on n'a rien besoin de noter, on n'a pas besoin de dés, on n'a besoin de rien en dehors du livre. Seulement le livre se suffit. On a une petite roue sur laquelle on peut choisir quel bonhomme on veut choisir pour partir à l'aventure. Et à partir de là, lorsqu'on tourne les pages, on va être présenté à des choix et on va progresser dans le sens de lecture habituel jusqu'au bout du livre et peut-être adopter le dragon. Alors, après, il y a une suite, bien sûr. C'est ça. Tout à fait. En fait, c'est le nom du livre, donc c'est En quête du dragon. Et le nom de la gamme, c'est Ma première aventure, parce qu'on essaie de lancer une petite gamme de livres. D'accord. Celui-là, c'est le premier, donc, qui est sorti en fin d'année 2018. Et on a le second, que j'ai ici en prototype, qui devrait sortir normalement pour Cannes, donc fin février de cette année, qui s'appelle donc La découverte de l'Atlantide. Et donc, c'est une histoire qui va être cette fois sous-marine. Donc, les deux histoires ne sont pas connectées. Chaque histoire est indépendante. Chaque histoire a un style graphique différent qui s'adapte à l'histoire. Et donc, on va comme ça sortir normalement au moins 2 livres de plus, voire 3 livres de plus au cours de l'année 2019. D'accord. Pour avoir de la variété. Les gens choisiront quelle histoire leur plaît le plus et pour découvrir ce monde. Et en faire, pourquoi pas, la collection complète. Voilà, s'ils veulent. Alors, ce que je te propose de faire, Romero, je vais aller de ce pas consulter Arnaud, donc l'illustrateur du jeu, Ouais. très talentueux, parce que c'est vraiment, j'ai trouvé ça super sympa, et il va nous montrer les mécanismes un peu plus loin. Okay. Je vais te laisser l'honneur de nous présenter tout ça. On se retrouve sur la table.
Alors, je me retrouve à la table en compagnie d'Arnaud, l'illustrateur, qui va avoir le plaisir de nous présenter le système de jeu. Mais avant tout, j'aimerais que toi, tu te présentes, Arnaud. Alors, déjà, bonjour. Donc moi, je suis illustrateur et je suis auteur de bande dessinée à l'origine. Quand j'ai rencontré il y a 2 ans l'équipe Gameflow, ils avaient ce prototype et pas d'illustrateur pour mener à bien le livre. Donc on en était à un stade encore très primaire. Et moi j'ai été tout de suite emballé par le projet qui me semblait vraiment novateur, vraiment particulier, surtout pour les plus petits. Et je me suis lancé dans cette aventure. 54 pages à illustrer, hein, avec beaucoup d'univers différents, beaucoup d'illustrations aux ambiances différentes. Et ma foi, ça a été quand même un boulot assez long. Ça a pris bien 6 mois pour faire la réalisation de toutes ces images. Alors, juste une petite question. Moi, je suis peintre. Hein, on va dire, je suis peintre en matière de figurines. Et là, tu as utilisé de la... C'est pas de l'aquarelle. C'est pas de l'aquarelle, voilà. C'est pas de la gouache. C'est pas de l'acrylique. C'est pas de l'acrylique. Voilà, en fait, c'est en quelque sorte de l'aquarelle, mais en numérique. Voilà, c'est pour ça que j'étais intrigué. Alors, pourquoi est-ce que l'album est réalisé numériquement? C'est très simple. C'est que non seulement il y a les illustrations qui sont importantes dans l'histoire, mais il y a aussi les textes et toute l'iconographie. Et du coup, quand il y a un élément à bouger, parce que nos pages sont un peu spéciales, hein, les pages sont découpées en 3, quand il y a un élément à bouger, quand il y a quelque chose à modifier, c'est beaucoup plus simple de le faire avec une aquarelle numérique, parce qu'on utilise des systèmes de calque et on peut bouger les choses plus facilement, que si on le fait sur papier et qu'on a un personnage qui n'est pas si bien cadré que ça par rapport au texte qui a changé, eh bien là ça demande de refaire l'ensemble. Donc là, effectivement, avec le numérique, on a cette souplesse qui permet de prototyper de façon intelligente le projet jusqu'au stade final. D'accord. Alors là, j'aimerais, Arnaud, que tu nous présentes un petit peu le système de jeu qui est original. Oui, le système de jeu est très particulier. Alors, on ne va pas trop spoiler, on va regarder 2-3 pages. Non, bien sûr. On a nos 4 roues, là, dans chaque coin. On voit que les pages ont été évidées pour laisser apparaître un quart de roue à chaque fois. Et ces roues, donc, c'est l'inventaire de notre personnage. Ici, on choisit notre personnage au départ dans la roue rouge. D'accord. Alors, admettons, on choisit Timon le magicien. Timon le magicien, il est malin, il a quelques petits pouvoirs magiques. Et grâce à lui, on va commencer notre aventure. Alors, comment ça se passe? Au départ, l'enfant va faire un choix. On raconte l'histoire ici, sur cette page de gauche. Et à droite, on va avoir la possibilité de 3 chemins dès le début de l'aventure. Alors, admettons qu'on veuille aller vers le moulin. On va aller voir la meunière. Cette meunière, elle nous demande, elle a un air un peu suspicieux, elle n'est pas très, comment dire, elle est un peu méfiante, voilà. Et elle nous demande, mais qui tu es, toi? Alors, si on est Sacha le chapardeur, on tourne une page. Mais on n'est pas Sacha le chapardeur, alors on va tourner 2 pages. Et là, il y a déjà un embranchement qui se crée dans l'histoire. Et il y a déjà quelque chose de différent par rapport au fait d'être ou pas Sacha le chapardeur qui se passe. Alors, en fait, elle a déjà eu des aventures auparavant, elle est très contente de rencontrer quelqu'un qui veut partir à l'aventure, elle veut nous aider, et elle nous dit, eh bien, écoute, je te donne mon petit collier là, et dans l'histoire, on va donc rajouter ce petit collier sur la roue verte, et cet objet va par la suite pouvoir nous servir ou pas, selon les choix que l'on aura fait. Eh bien, l'objet va pouvoir nous aider dans notre aventure. Alors l'interface de jeu nous dit, au final, tournez encore une page
Et attention, regardez bien cette page, lorsqu'on la tourne, eh bien, on fait disparaître tous les autres choix que l'on n'a pas fait. Et on passe au chapitre suivant qui va nous emmener encore un peu plus loin dans l'aventure. Et le livre se déroule comme ça, du début à la fin, avec à chaque fois tout un lot de choix et de péripéties différentes qui arrivent à notre petit personnage. D'accord. Bon, ben, je pense Arnaud, on va peut-être pas aller plus loin, on va pas... C'est déjà pas mal, c'est vrai qu'après... c'est déjà pas mal. Et puis voilà, en tout cas, de très très belles illustrations de la part d'Arnaud. Un dernier mot, Arnaud? Merci en tout cas. Un dernier mot pour dire que j'ai réalisé aussi le tome 3 de ma première aventure qui arrivera lui pour le début de l'été normalement. Donc là c'est une aventure toujours à destination des plus jeunes à partir de 3-4 ans en lecture accompagnée, puis à partir de 6 ans donc en autonomie. Et là il s'agira d'une petite aventure spatiale avec 3 personnages différents encore une fois, mais on n'ira pas à la recherche d'un dragon, on n'ira pas adopter un dragon, on ira aider notre ami robot qui est tombé en panne dans l'espace. Alors c'est une autre aventure, bien sûr. C'est une autre aventure, l'Odyssée du Phobos. Alors, est-ce que Phobos, c'est pas un satellite de Mars? Je ne sais plus. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc, oui. Vous voyez la culture, mais ça c'est la culture terraforming Mars. Oui. Alors ça n'a rien à voir avec Terraforming Mars. Non, ça n'a rien Le à Phobos, c'est simplement le nom du vaisseau spatial Voilà. de nos 3 aventuriers. Ok. Mais écoute Arnaud, je te remercie beaucoup. Je remercie toute l'équipe de Gameflow, donc Clément, Romero, qui sont là au Festival des Jeux à Grenoble, place au jeu. Et puis moi, je vais continuer ma tournée. À très bientôt Arnaud. Merci, à très Allez, bientôt. À plus, ciao. Eh bien, je me retrouve sur le stand de Blam en compagnie de Thibaut. C'est moi. Thibaut pour Néméton. Néméton. Néméton, attention, c'est pas intéressant. Néméton, Néméton, c'est celte. C'est celte. Voilà, donc, merci Thibaut de ton accueil. Bah de rien, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer le background un petit peu du jeu? Alors ouais, dans Néméton, en fait, on est des druides qui se retrouvent dans une forêt qui a une malédiction, une grave malédiction. Et du coup, on va essayer de soigner cette malédiction, de soigner la forêt pour la sauver. Pour ça, on va faire des potions magiques. Il y a des druides, mais plutôt des druides un peu magiques. Donc des potions magiques. On va recruter des animaux parce qu'on sait parler aux animaux puisqu'on est druides. Donc on va recruter des animaux qui vont devenir les protecteurs de la forêt avec nous. Et enfin, on va gagner, on va pouvoir consacrer des lieux aussi et gagner de l'expérience druidique. Voilà. Tout ça va nous faire des points. À la fin de la partie qui dure une dizaine de tours, 10 ou 11 tours à 2 joueurs, on finit et on compte les points. Celui qui a le plus de points est le sauveur de la forêt. Magnifique. Et les autres demandent une revanche. Alors ça parle beaucoup aux magelfs, la forêt, Voilà. la magie. fonctionne. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, pour une durée approximative de 75. Voilà, il faut 15. compter 25 minutes par joueur la première partie. Et puis après, on tombe vite à 15 ou 20 minutes par joueur une fois qu'on a chopé les bases. D'accord. Donc là, j'ai fait une petite proposition à Thibaut. Alors, je vais- en tout bien, tout honneur. en tout bien, tout il faut le honneur, dire. bien sûr. Pas moins de 18 ans, pas plus de 18, non. Là, Voilà, nickel. Donc je lui ai proposé éventuellement 8 plus. S'il peut m'envoyer le jeu, je ferai une présentation complète des règles. Et en attendant, on va essayer de voir un résumé, éventuellement un tour de jeu. Hein, donc ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir une vue plongeante sur la table et qu'on regarde un petit peu le placement, les différentes cartes. Hein, on se fait ça, Allez, c'est parti. on dit que c'est parti. Et bien voilà, on se retrouve dans la forêt magique. Voilà. Donc, dans la forêt magique, qu'est-ce qu'on va y faire? En fait, on va faire 10 tours de jeu, j'ai dit. 10 tours de jeu. Un tour de jeu, le tour de jeu d'un joueur, c'est 4 phases différentes. Donc, dans les 4 phases, vous aurez une petite aide de jeu, pardon, que vous voyez ici, qui va vous permettre de voir vos 4 phases. Donc, vous commencez par la nuit. La nuit, en fait, vous allez prendre la première tuile que vous avez en haut de votre paquet de tuiles. C'est une tuile sur laquelle vous voyez une lune qui a un certain type de terrain. Vous allez la placer autour du plateau de jeu, où vous le souhaitez. Quand vous la placez, ça va faire apparaître des ressources
d'une certaine façon. Donc en fait, il y a un peu une mécanique un peu de l'Othello. C'est-à-dire que là, c'est une tuile bleue, donc de rivière. Je vais aller dans toutes les directions et si je vois qu'il y a une rivière dans cette direction-là, je fais pousser des plantes jusqu'à cette rivière. Voilà. Donc ça peut vraiment pousser de tous les côtés. Là, je l'ai mis ici, ça s'est poussé là. Si je l'avais mis ici, je faisais pousser là et là-bas. Les ressources qui poussent sont données par les tuiles qui sont traversées. C'est écrit dessus, voilà. Ça, c'était la première phase. Donc c'est une phase où on va faire apparaître des ressources. Les ressources magiques poussent, les pouvoirs des plantes sont activés par le pouvoir de la lune. Donc ça c'était la première phase. Deuxième phase c'est l'aurore. On retourne la tuile. De temps en temps, certaines tuiles vont appeler une tuile spéciale. À ce moment-là, je prends une tuile spéciale. Donc là, ça m'appelait une tuile néméton. Je prends donc une tuile néméton et tout ce que je dois mettre dessus, c'est-à-dire un petit néméton et un triskel. Cette tuile-là, je dois la placer toujours adjacente à la tuile que je viens de retourner, qui m'a demandé de l'amener en jeu. Et normalement, une autre tuile. Donc là, je n'ai pas le choix, je la mets là. Mais sinon, quand j'ai le choix, je peux choisir entre souvent deux possibilités. Donc là, je la place et je place tout dessus. Voilà, j'ai fini la phase d'aurore. Je passe ensuite à la phase de journée. La phase de journée, je prends mon petit druide. Alors la toute première fois, il se réveille sur la première tuile que je place. Et après, il va faire ses actions. Ses actions, c'est quoi? Les actions d'un druide dans la forêt, c'est se déplacer, explorer la forêt. Donc il va aller le matin sur une première tuile. D'accord? Donc il va faire tout ou partie des actions qui sont disponibles sur la tuile, dépendant vraiment donc de la tuile sur laquelle j'arrive. Et il va continuer en ligne droite pour faire l'action de l'après-midi. Donc en fait, c'est qui dépendra de la tuile sur laquelle il arrive. Il va toujours en ligne droite? Alors il va toujours en ligne droite, pourquoi? Parce que j'ai dit que la forêt elle était maléfique, on n'a pas envie de se paumer dans une forêt maléfique, donc on va tout droit. Okay. Voilà, pendant une journée. Le lendemain, on se dit bon, on va aller autre part. Voilà. Ça c'est vrai, mais on a deux petits jetons ici présents, chacun donc, qui nous permettent d'avoir des pouvoirs spéciaux. C'est quoi les pouvoirs spéciaux? Ça peut être de bifurquer. Donc j'aurais pu dire, je fais mon premier déplacement, puis mon deuxième déplacement, je bifurque. D'accord? Mais ça, c'est vraiment un pouvoir spécial. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai utilisé, je ne pourrais pas le refaire tant que je ne l'ai pas réactivé. On pourrait avoir aussi, donc le deuxième jeton, c'est un troisième déplacement. C'est-à-dire que si j'étais là, j'aurais pu faire premier déplacement, puis deuxième normal, et mon troisième déplacement, toujours normalement en ligne droite. Mais j'aurais pu faire mon troisième déplacement en bifurquant. Et du coup, ça permet de changer de direction. Exactement. Donc je peux aller aux endroits où je veux pour aller sur la bonne tuile, puisque c'est quand j'arrive sur la tuile que je fais l'action. Donc c'est vraiment arriver sur la bonne tuile qui va me faire la bonne action, celle que je veux. Donc les actions, elles dépendent de la tuile. Il y a, sur une tuile de ressources, on va simplement prendre la ressource, la placer dans ces petits sacs qu'on voit ici. Vous les verrez peut-être mieux sur une incrustation que nous fera très certainement Eric. Si on arrive, donc ça c'est tout pour les tuiles où il y a des ressources. Si on arrive sur une tuile où il y a un chêne, on va pouvoir soit réserver une des potions, une des 3 potions qui sont disponibles, histoire de la faire plus tard dans la partie, et elle sera réservée, c'est-à-dire qu'il n'y aura que moi qui l'ai réservée qui peut la faire. Ou alors faire un échange avec l'esprit de la forêt, donc de faire un échange de ressources pour avoir la ressource qui me manquait. Si j'arrive sur un éméton, c'est là et uniquement là que je pourrais faire une potion. Donc je peux faire une des 3 potions qui sont disponibles, ou une que j'ai réservée avant, ou les deux, une que j'ai réservée plus une qui sont disponibles. Voilà. Donc là, vous voyez, alors si vous êtes attentif, vous avez vu qu'il y a 5 potions. Ces deux-là, c'est juste pour voir ce qu'il y aura après. Donc les deux, c'est seulement les 3 qui sont sur le côté du plateau qui sont disponibles. Voilà. Quand j'ai fait ça, seulement quand j'ai fait une potion, j'aurai le choix entre prendre un triskel s'il est encore disponible dessus, ce qui me donnera 2 points en fin de partie, ou alors réactiver un de mes pouvoirs, ce dont j'ai parlé juste avant, mais un seul. Une question, tes pouvoirs ils se rechargent? Oui, juste à ce moment-là. Juste à ce moment-là, voilà. D'accord. Donc ça va être vraiment un choix, soit je prends des points, soit je réactive un pouvoir. Ah, ouais. Voilà. Donc ça c'est fini pour le néméton. De temps en temps il va y avoir des petites sources ici présentes. Si tu arrives sur une source, c'est à cet endroit-là que les animaux vont boire, donc c'est là que tu vas parler avec eux, que tu vas devenir ami avec eux, que tu vas les recruter. Pour les recruter, tu peux recruter soit ces 2 qui sont là, soit ces 2 qui sont là. Les 3 qui sont au-dessus, c'est simplement pour voir ce qui arrivera plus tard.
Pour les recruter, tu dois payer le coût de recrutement, c'est-à-dire par exemple là, un jaune et un vert. Bon, vous ne voyez peut-être pas, mais voilà, ils ont un coût pour les recruter. Vous les recrutez les deux en même temps, donc soit les deux à gauche, soit les deux à droite. Ils viennent chez vous sur votre plateau personnel et vous accompagneront toute la fin de partie. À quoi ça sert d'avoir des animaux? À la fin de la partie, vous aurez des points pour les séries d'animaux différents que vous avez chez vous. Donc, par exemple, les 5 animaux différents vous donneront 9 points. Si vous avez une série de 5 animaux différents, plus une autre série de 3 animaux différents, vous gagnerez 9 points plus 4 points, donc 13 points en tout. Voilà, donc petit à petit, vous accumulez des points. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire pourquoi vous avez fait une potion. Pour gagner des points. Une potion, oui. Quand vous la faites sur le Néméton, vous payez simplement les ressources qui vous sont demandées, ouais. Vous gagnez les points, vous la posez face visible devant vous, c'est des points. Voilà. Si vos animaux, en plus de ça, vont pouvoir vous donner un service par animal, c'est-à-dire que vous pouvez retourner la tuile de l'animal pour qu'il vous rende service. Le service dépend de l'animal concerné. Je ne vous les explique pas tous parce que ça va prendre un peu de temps, mais sachez que c'est quand même très intéressant. Enfin, ça peut être très intéressant, ça va vous faire un petit bonus sympathique. Voilà, il me reste 2 choses à dire par rapport à ce qui peut se passer la journée. C'est si vous rencontrez un autre druide. Au moment si j'arrive sur une case où il y a un autre druide, je peux lui imposer un échange. Je vais lui demander une ressource qu'il a de disponible chez lui. Il va me la donner puisqu'il n'a pas le choix et moi je vais lui donner en échange celle de mon choix. Donc je lui impose un échange. Par contre, on va pouvoir protéger une de nos ressources, la première qu'on a gagnée. Donc à notre tour, on pourra réorganiser nos ressources comme on le souhaite pour planquer la ressource qu'on ne veut pas donner. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça peut avoir lieu sur n'importe quelle tuile. C'est pour ça que j'explique seulement maintenant. Et enfin, la toute dernière chose qu'on va voir, c'est la ressource violette. Oui, la ressource violette. La ressource violette, on n'en a jamais besoin ni pour les potions, ni pour les animaux. À quoi elle sert donc? Eh bien, elle sert, nous, en tant que druides, à s'envoler. C'est-à-dire que je la mange et je m'envole, je me change en corbeau et je vole depuis n'importe où sur le plateau jusqu'à n'importe quelle chaîne. Et donc, j'arrive sur le chêne. C'est un déplacement magique, supplémentaire et gratuit. C'est-à-dire que c'est en plus de mes 2 déplacements que j'ai de base. Okay, et je peux le faire quand je veux, c'est-à-dire au tout début de mon tour ou entre mes 2 déplacements, entre mon 2e déplacement et mon déplacement supplémentaire que j'aurai avec mon petit jeton. Voilà, ça nous offre beaucoup de possibilités. Voilà pour ce qui est de la journée. Enfin, le crépuscule. Le crépuscule, on va juste remplir le plateau pour le joueur d'après, le plateau commun. Donc les potions, si j'en ai pris une, je fais glisser les potions histoire de les rendre disponibles. J'en ressors pour qu'on voie un peu ce qui arrive après. Je fais descendre les animaux. Je repioche dans le sac 2 animaux. Voilà. Donc ça, c'est juste de la remise en place. Mais surtout, on va avoir le choix de pouvoir valider un titre de noblesse druidique. En fait, si on a la condition, on valide le titre, on met un de ces petits jetons dessus. Ça nous donne des points. En plus, si on est le premier, ça nous donne la petite ressource qu'il y a dessus. Les autres joueurs pourront venir sur le même titre de noblesse. Il pourrait y avoir plusieurs ducs des 2 potions identiques. Voilà. Mais les autres joueurs auront simplement les points. Donc vous aurez 1 point, 2 points ou 3 points ou 4 points en fonction de la difficulté de l'objectif, enfin du titre de noblesse à remplir. Et c'est à peu près tout. Voilà, j'insiste juste sur le fait que Néméton est un jeu de déplacement à la base, c'est-à-dire qu'il faut vraiment gérer ses déplacements. Les ressources sont à gérer, mais c'est un peu la 2e couche de complexité du jeu. Voilà, on joue 10 tours. Quand on n'a plus de tuiles devant nous, on a fini nos tours de jeu. On compte les points. Celui qui a le plus de points est sacré sauveur de la forêt. Et puis c'est tout. Ok. Donc j'avais oublié de préciser que c'était un jeu de Johan. Alors ça se dit Johan. Johan Favazo. Voilà, c'est un jeu de Johan Favazo. C'est son premier jeu. D'accord. Et c'est édité par Blam. Pardon. Et c'est illustré par Anne Seb. Voilà. Ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va conclure cette vidéo. Voilà, je remercie Thibaut de la présentation
général de Néméton, voilà, édité par Blam. Alors oui, donc on en discutait là juste à l'instant, il y a quelques petits pimps à faire, hein. Vous savez que le Magelf aime bien pimper les jeux. Et là, par contre, tu m'as parlé de... Alors, il y a des Twimple qui existent, je ne sais pas si les gens connaissent ce Twimple, mais c'est des petits jetons différents. Donc en fait, vous pourriez, si vous achetez Twimple, remplacer vos personnages qui sont en bois d'arbre en des petits Twimple qui sont des petites figurines encore plus druides, quoi. On voit, en fait, ça reprend un peu les visuels, mais tout en les gardant un peu pions, c'est joli comme tout. Vous avez ça et vous avez aussi les sources Néméton et puis chêne que vous voyez ici sont là en carton, hein, dans la boîte de base, mais si vous voulez, donc toujours avec les Twimple, vous pouvez en acheter des qui sont en impression 3D un peu, voilà, en petite résine, qui sont plutôt agréables à peindre pour encore plus d'effets, mais là je vais peut-être te laisser parler de c'est sûr que là, effectivement, quand un éditeur propose d'aller au-delà des cartons et des meeples qui se ressemblent, de pouvoir personnaliser son jeu, moi je trouve ça sympa. Voilà. Alors on a quand même des meeples qui ressemblent pas à grand-chose d'autre, hein, mais bon, mais c'est vrai que le Twimple est sympathique comme tout. Voilà. Alors moi ce que je vous propose de faire, c'est que je reste en contact avec Thibaut, c'est le monsieur qui est là en vert, normal, c'est la forêt, et je vais le tanner pour qu'il m'envoie un jeu, je vais le tanner pour aussi voir comment on peut pimper, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir avoir les meeples, les Twimple, les trucs. Ça après faut voir parce que ce n'est pas nous personnellement qui le faisons. C'est Monsieur Twimple. C'est Monsieur Twimple. Monsieur David Twimple. Voilà. Et puis nous, on essaiera derrière d'adapter ce jeu d'une façon avec du modélisme et de la peinture, bien sûr. Okay. Un grand merci à Blam, un grand merci à Thibaut. Merci à toi, Eric. Et puis on se retrouvera très bientôt. J'imagine. Je vais garder ses coordonnées. Ok. Salut Thibaut. Salut. Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très ravi, alors vraiment ravi d'accueillir une personne que j'apprécie énormément, Bruno Catala. Il est là. Voilà, bonjour Bruno, je te remercie de ton accueil. De rien, avec plaisir. Donc là on est sur le festival Place aux Jeux à Grenoble et en exclusivité. Ouais. Ton nouveau jeu qui sort. Qui sort qui sera sans doute présenté à Cannes, donc Cannes dans 15 jours. Il y aura, j'espère, quelques boîtes à la vente. Ça dépendra si c'est débloqué en douane ou pas. Et sinon, ça sera en boutique courant mars. Enfin, on va dire entre mi-mars et fin mars. Et ce jeu s'appelle Nagaraja. D'accord. Édité par Udrican. Un jeu que j'ai fait en co-auteur avec Théo Rivière, illustré par Vincent Dutray. D'accord. Bon, ben super. En quoi consiste le jeu exactement? Quel est le background? Alors déjà, c'est un jeu à deux. D'accord. C'est un jeu à 2 joueurs. Donc ce qui est la spécialité de Hurricane en termes d'édition. Et on est dans une ambiance Indiana Jones. C'est-à-dire que chaque joueur est face à un temple qu'il va devoir explorer pour récupérer des reliques. Les reliques étant disséminées tout autour. Les 2 joueurs sont face à leur temple. Ils vont s'affronter à chaque tour pour le contrôle de salles. Ces salles, au fur et à mesure, vont permettre de créer des chemins à l'intérieur du temple. Et quand on réussit à atteindre par exemple ici, voilà, typiquement, d'ici de mon entrée, je peux aller là, je peux aller jusqu'ici, je vais révéler ce trésor. Et ce trésor, il a une certaine valeur. Et en fait, on va jouer comme ça, jusqu'à ce que soit un joueur ait révélé 25 points de trésor, dans ce cas-là, il gagne immédiatement la partie, soit il a été obligé de révéler ces 3 reliques maudites, il y a 3 reliques rouges, on ne sait pas où elles sont au début. Et si jamais tu révèles ta 3e relique maudite, on se fout pas mal de savoir quel est ton score, tu perds immédiatement. D'accord. Et donc c'est un jeu du chat et de la souris où je vais essayer éventuellement moi d'aller vers des points plus importants tout en essayant de faire en sorte que toi, tu fasses une erreur en révélant ta 3e relique maudite. Ok. Pour faire ça, à chaque tour, on va se battre donc pour le contrôle d'une salle et on va faire cet affrontement-là avec des cartes qu'on a en main. Okay. Cartes magnifiquement illustrées par Vincent. Et chaque carte, en fait, on peut l'utiliser soit en début de partie pour définir quel bâtonnet on va lancer. Donc là, je peux, mettons, dire que tiens, je vais mettre ces cartes-là de côté, ce qui veut dire que là, je vais lancer
5 bâtonnets verts et 2 blancs. Pendant ce temps-là, mon adversaire il a sélectionné ses cartes en même temps, on lance. Les points qu'il y a dessus, c'est une valeur de combat. Et les cobras, ça nous permet de les défausser pour activer une carte de ma main, non plus pour les bâtonnets, mais pour l'effet de la carte. Ah, d'accord. Et là, on a des effets assez taquins qui vont permettre d'échanger la position des trésors, de faire bouger les salles, enfin, etc., etc. Donc une interaction très très forte entre les deux joueurs. Voilà globalement l'ambiance du jeu. Ok, super. Bon, écoute, je pense qu'on a bien résumé. Voilà. Je sais que tu vas passer dans pas longtemps à Trick Track et C'est on ça, aura ouais. l'occasion justement d'aller plus profondément dans les règles. J'y suis lundi en 8, donc on doit être le 18, je crois. D'accord. Et le 18, effectivement, on va expliquer, enfin là je vais expliquer les règles en détail et on va faire une partie filmée. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, mais dans ce cas-là, ce qu'on fait, je vais pas embêter plus Bruno parce que Ça. son adversaire, il l'attend. Hein, à affronter le créateur du jeu qui n'a pas de jeu de Bruno, qui n'en a pas, qui subisse la magie elfe au cas où. Merci beaucoup Bruno. De rien, avec Écoute, plaisir. on te souhaite une bonne sortie, un bon festival de Cannes. Merci, ouais, ça devrait aller, je pense. D'accord. Allez, nous on se retrouve très bientôt. Ciao.